RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 50 minutes de débat, c'est ce que nous vous proposons chaque jour avec Louis Dauphren. Louis, ce matin, nous allons revenir sur la situation au Proche-Orient. Oui, au Proche-Orient, avec cette question, faut-il mettre une pression maximale sur Israël ? On voit que les relations entre la France et Israël déjà sont tendues autour de la question de la fourniture d'armes d'un côté et de l'autre de la présence d'Israël au salon Euronaval en novembre, et puis des propos d'Emmanuel Macron sur la fondation de l'État d'Israël. On voit qu'il y a du bouillonnement autour de cette question-là. Et pendant ce temps, l'armée israélienne continue ses raids sur le Liban. Fouad Hassoun nous disait dans l'invité des matinales tout à l'heure qu'Israël avait bombardé un village chrétien, 29 morts, pour viser un seul membre du Hezbollah. Et ce membre du Hezbollah n'était même pas là. Il y a eu 29 tués sur ce village chrétien. Donc ça pose quand même des questions. Maintenant, je sais que la ligne de crête est compliquée à tenir entre ceux qui sont plutôt côté Israël et ceux qui sont plutôt côté palestinien. On va essayer de la tenir. On va en débattre justement ce matin. Dites-le nous par mail. Faut-il exercer une pression maximale sur Israël ? Qu'en pensez-vous ? direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Priscilla de Selve. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Constantin de Vergennes. Bonjour. Bonjour. Journaliste à l'hebdomadaire France Catholique. Merci à tous les deux d'être présents. C'est le débat du jour. On va commencer par ce qui se passe sur le terrain. Les médias officiels syriens ont indiqué par exemple ce matin qu'une frappe aérienne israélienne sur la ville portuaire de Latakia avait fait 2 blessés, provoqué des incendies. Et c'est un fait assez rare dans ce fief du président Bachar el-Assad, parce que Latakia est une ville qui est rarement attaquée par l'aviation israélienne. Et donc il semble que les choses s'intensifient sur le terrain. Enfin, c'est pas il semble, c'est une réalité. Les frappes continuent. Et elles font des dégâts. Et aujourd'hui se pose la question de savoir quelle doit être l'attitude de ce que l'on appelle la communauté internationale face à cette offensive ou à la continuité de cette offensive ou continuation de cette offensive israélienne sur les bases du Hezbollah. Priscilla de Selve et Constantin de Vergennes. Priscilla. Alors, moi, je me pose, ça fait combien de temps que dure cette guerre ? Ça fait plus d'1 an. Je me pose la question de savoir si la communauté internationale peut intervenir, peut dire quelque chose à Netanyahou qui n'écoute personne. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. Je crois que Biden, le président américain, a plusieurs fois tenté de limiter les ripostes israéliennes, que ce soit à Gaza et aujourd'hui au Liban. La Syrie, c'est... Et donc même en Syrie, parce que là, j'ai cité l'exemple syrien. Oui, en fait, la Syrie reçoit régulièrement des missiles israéliens. La Syrie est un pays martyr comme le Liban et comme Gaza aujourd'hui. La Syrie, c'est une base arrière du Hezbollah. Faut le savoir. C'est le jeu du président Assad est assez clair. On le connaît, c'est un allié de l'Iran. L'Iran, c'est le Hezbollah. Donc, que les armes qui vont au Hezbollah libanais transitent par la Syrie, on le sait depuis longtemps, que des cadres du mouvement soient entraînés ou soient sur place, on le sait aussi. C'est pas très étonnant, en fait, que Israël bombarde la Syrie. Il le fait depuis un certain temps. Quelle doit être notre attitude par rapport à ça ? Mon Dieu, si je le savais. Non, mais moi, je suis comme beaucoup. Je me sens tellement impuissante. En fait, moi, j'ai le cœur tellement déchiré par ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban. On a régulièrement, nous, chrétiens, et on est très branchés à la vie sur la communauté chrétienne au Liban, on a régulièrement des nouvelles de cette communauté chrétienne, mais pas que, des Libanais en général, qui revoient ce spectre de la guerre revenir hanter leur pays. Moi, je pense à eux, je prie pour eux parce que je me sens réellement impuissante. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la communauté internationale a un levier sur Israël et le gouvernement Netanyahou. Je ne sais pas. Je me pose la question. Aujourd'hui, on entend les premiers prémices d'une protestation qui pourrait avoir un effet concret de la part de l'administration américaine qui dit que on ne peut pas, c'est les premiers, on ne peut pas livrer, les États-Unis ne peuvent pas livrer à Israël des armes si Israël refuse l'aide humanitaire à Gaza. C'est dans la loi américaine, c'est écrit noir sur blanc. Et on sait, toutes les ONG qui sont sur place alertent depuis des mois sur le fait que Israël restreint drastiquement l'envoi des convois humanitaires dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, on meurt de faim à Gaza.
on meurt de faim à Gaza. Des femmes, des enfants qui sont déjà sous un an de pluie de bombes et qui n'ont que le tort d'être palestiniens de Gaza, meurent de faim. Mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. J'ai pas de mots, en fait. Je suis révoltée par ce qui se passe. Et que répondez-vous à ceux qui vous disent ils sont pris en otage par le Hamas, en fait, qui les expose devant les caméras de télévision aussi le Hamas... pour sacrifier sa population et créer une forme d'émoi mondial. On va atteindre les 50 000 morts. Le Gaza, c'est pas 50 000 personnes. C'est pas qu'à 50 000 personnes. Il y a un moment où il faut un cessez-le-feu. Il y a un moment où il faut arrêter la guerre. Une très forte densité de population. Constantin Vergène. Un éclairage qu'avait apporté le pape à son retour de Belgique, je crois, dans l'avion. Un point assez intéressant, il a rappelé finalement la doctrine catholique classique en disant que la défense devait toujours être proportionnée à l'attaque. Et dès lors, pour moi, c'est peut-être un moyen un moyen de poser un regard sur ce conflit. Et dès lors que la riposte est disproportionnée, il avait parlé d'une tendance dominante qui allait au-delà de la moralité. Je pense que c'est ça ce qu'il faut regarder. Priscilla a rappelé le chiffre de 50 000 morts. Alors certains le contestent, mais quand bien même ce serait 25 000 morts ou même 10 000 morts ou même 9 000 morts. C'est sans doute beaucoup plus. Voilà. Mais comme certains le contestent, même si on part en hypothèse que c'est surévalué, même si c'était moins, ça serait déjà trop. Donc effectivement, je pense que la priorité à chercher, c'est ce qu'a dit le pape, qui est le cessez-le-feu, qui est la paix. Et c'est aussi un moyen de casser quand même presque une forme de loi du talion qui régit cette région depuis je ne sais pas combien de décennies. Pour un dossier qu'on avait fait dans France catholique sur le Liban, j'avais pu interviewer le père Anito, qui était de passage à Paris, qui est un prêtre maronite libanais, très connu et reconnu à Beyrouth. Et il m'expliquait, la grande tragédie, c'est que la guerre ne se termine pas à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre se termine, il faut soigner les blessés, prendre en charge ceux qui ont perdu les proches, et surtout gérer les envies, les velléités de vengeance ethnique et confessionnelle. Et donc, plus la guerre va continuer, plus ça va alimenter un désir de vengeance, et ça sera sans fin. Donc, effectivement, je pense qu'il faut par tous les moyens faire en sorte qu'il y ait la paix règne dans cette région, et ensuite apporter des solutions politiques. Mais on regarde ça du haut de notre fenêtre, il y a une forme d'impuissance, comme disait Priscilla, ce qui est quand même aussi un petit peu, alors je ne veux pas être moralisateur, mais un peu scandaleux aussi, parce qu'il y aurait les moyens peut-être d'intervenir quand même, non ? Je ne sais pas lesquels. La FINUL, par exemple, on voit, on se demande, ça ne sert pas à grand-chose. La FINUL est censée défendre, elle est censée protéger cette zone frontière qui est entre la ligne bleue, qui est la ligne frontière avec le Liban, et puis le Litanique et le fleuve, qui obéit à la résolution 1800, je ne sais plus. 1701 1701, merci, de l'ONU. Normalement, il n'y a pas de combattants dans cette zone-là. Et effectivement, il y a des combattants du Hezbollah, personne n'est dupe de ça. Mais la FINUL elle fait son boulot. Elle n'est pas censée prendre les armes et riposter. C'est pas une force. Mais parce qu'on ne le veut pas, donc parce que son mandat ne l'autorise pas à faire ça. Oui, mais Israël est une démocratie gouvernée par un gouvernement qui a été élu. Il devrait être. On devrait pouvoir les raisonner. On devrait pouvoir leur parler. C'est pas la Syrie d'Assad. C'est pas l'Iran. Enfin, c'est Israël. C'est un État qu'on respecte et qui a sa place au sein des Nations Unies. Donc, il devrait être accessible à la raison. D'ailleurs, il y a des débats qui clivent la société israélienne aujourd'hui profondément. L'armée, la première, critique beaucoup les décisions politiques qui émanent du gouvernement Netanyahou. Aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est ce gouvernement qui vise l'éradication totale. Je ne vois pas d'autres mots de toute une population à Gaza qui... Là, c'est Jabalia au nord de la bande de Gaza qui est bombardée. Ce sont des femmes et des enfants qui sont coincés comme des rats dans une toute petite enclave et sur lequel on balance des bombes. Et les auditeurs réagissent d'ailleurs. Anne, il faut arrêter à tout prix ce déluge de violence tombé de l'enfer sur la Palestine et le Liban. Comment peut-on, si l'on est encore être humain, défendre ce gouvernement israélien ? Donc je cite les propos de cette auditrice. Une clique d'extrémistes ultra-violents, d'une arrogance incommensurable et qui se croit invincible. Honte du peuple juif, dit-elle, honte de nos frères juifs. Cette auditrice continue à réagir direct @rcf.fr, direct @radionotre-dame.com. Constantin Vergène, vous partagez cette émotion ?
Je ne sais pas si je partage le ton polémique employé. Surtout, c'est l'éternel débat. Jusqu'à quand, jusqu'où un peuple peut-il s'identifier à son gouvernement? Benjamin Netanyahu ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, parmi les Israéliens. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut éviter un peu les points de vue, les réflexions binaires où il s'agirait de mettre la pression sur un tel ou un tel. Il faudrait, c'est pas une solution miracle, mais il faut mettre la pression effectivement sur Israël pour arrêter, limiter ce qui se passe. Mais c'est aussi la pression à mettre sur l'Iran, sur le Hezbollah, sur le Qatar et son rôle pour le moins trouble, qui est à la fois négociateur, donc a priori pour la paix, et en même temps qui accueille sur son territoire des responsables du Hamas et, dit-on, finance à hauteur de plusieurs millions, si ce n'est milliards de dollars, le Hamas. Donc il faudrait que la communauté internationale mette en place tout un arsenal peut-être de sanctions économiques. C'est plus simple de mettre des sanctions sur Israël aussi. Normalement, c'est un pays démocratique, quand les autres que vous avez cités ne le sont pas. Mais c'est ce que fait Macron quand il demande à ce qu'on cesse les envois d'armes à Israël. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut noter que quand les missiles iraniens sont tombés sur Israël, une partie du dispositif de défense était américain, français et français. Donc la France aide Israël à se défendre et elle a raison de le faire parce que Israël a le droit d'être défendu contre des missiles qui tombent de façon erratique sur sa population. Mais en revanche, la France a aussi le droit, et c'est ce que Emmanuel Macron fait avec la toute petite voix de la France, de dire qu'on ne peut pas livrer des armes à un pays qui les utilise contre une population civile à l'encontre du droit international. Aujourd'hui, il y a des crimes de guerre qui sont commis dans le territoire à Gaza, qui sont commis au Liban. Et la communauté internationale devra rendre compte de son inaction dans les mois, dans les années qui viennent. La question, c'est comment distinguer la population civile des militants du Hezbollah, des militants du Hamas. On ne bombarde pas. En fait, on ne bombarde pas une population civile. Bien sûr que le Hamas se sert de la population palestinienne, parce que distinguer un combattant du Hezbollah d'un Libanais lambda, distinguer un Palestinien d'un autre Palestinien, c'est impossible. Mais aujourd'hui, tout le monde, c'est quasi unanime. Toutes les ONG qui sont sur place le disent, c'est pas possible. Les gens meurent de faim. Les convois n'arrivent plus. Israël a une politique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UZ. L'UZ, c'est une agence internationale. Enfin, c'est une agence américaine d'aide internationale et qui dit, dans son rapport récent qu'elle a envoyé à Biden, qu'il y a une politique délibérée, Israël, de viser les convois humanitaires, de viser les travailleurs humanitaires, de viser la population civile. C'est délibéré. C'est pas moi qui dis, c'est les Américains et c'est une agence publique américaine qui le dit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans ce toute petite interstice dans lequel ce Netanyahou, en fin stratège qu'il est, s'est glissé. Nous sommes à 3 semaines de l'élection américaine. Et aujourd'hui, si Kamala Harris, si Joe Biden fait un pas de travers, ils perdront cette élection. Or, on joue à quelques voix près, on le sait, les sondages le disent, même s'il faut croire les sondages, les prendre avec des pincettes, mais en fait, ils n'osent plus aujourd'hui. Tout est figé. Mais que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, ça ne change pas tellement le soutien que l'Amérique portera à Israël, si ? Ah bah si, quand même, Donald Trump sera plus engagé que Kamala Harris. Donald Trump, dans son immense... a dit que d'abord il arrêterait la guerre en Ukraine, puis après il arrêterait la guerre en Israël. Donc c'est le sauveur, on est bien d'accord. Il dit que tous les électeurs, tous les juifs américains doivent voter pour lui, parce que ceux qui ne le font pas n'ont pas de cerveau. C'est ce qu'il dit des juifs américains. Constantin de Vergennes, là-dessus, justement, est-ce qu'il y a des choses à attendre de cette élection américaine, ou alors même des sociétés occidentales? On voit que chez nous, la question est un peu complexe. On a l'impression qu'à gauche, c'est pas une impression, on est beaucoup plus pro-palestinien, et il y a un fort militantisme d'extrême gauche pro-palestinien, et à l'inverse, quand on regarde certains médias, il y a une voix quasi unanime en faveur d'Israël. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce qu'on est piégé par notre propre politique locale? C'est sûr. Il est un fait que la gauche, l'extrême gauche en particulier,
sent bien, et tout un tas de papiers d'analyse politique qui sont parus ces dernières semaines dans la presse, notamment pour analyser la stratégie politique de la France insoumise, puisque c'est le parti qui a pris à bras-le-corps, on va dire, cette question de la guerre à Gaza, fait le pari de la guerre à Gaza pour gonfler le nombre de voix dans les territoires français où il y a une forte présence de citoyens de confession musulmane. Donc effectivement, il y a en France une sorte d'importation, c'est toujours un peu le terme qui revient, il ne faut pas importer le conflit. C'est vrai que... il est déjà là. Le conflit est déjà, et en tout cas, c'est vrai que les débats, parfois les débats sur certains plateaux dans certains médias, on a l'impression que c'est des débats internes à la société israélienne, qu'on soit pour ou contre. Mais c'est vrai que la voix de la France, qui devrait être une voix de la diplomatie, ça devrait être une voix de la recherche de la paix, et puis de réflexion concrète aux moyens à mettre en œuvre pour arrêter tout cela. Pourquoi accuse-t-on le président Emmanuel Macron de méconnaissance de l'histoire ? C'est le président Gérard Larcher qui l'a dit. Il s'est dit stupéfait des propos d'Emmanuel Macron sur Israël, qui avait affirmé que Benjamin Netanyahou ne devait pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. C'est d'abord une méconnaissance de l'histoire de la naissance de l'État d'Israël, s'est emporté Gérard Larcher. Priscilla de Selve. Je ne savais pas que Gérard Larcher était historien. Non, mais replaçons les propos de Macron dans son contexte. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'il a prononcé ces mots lors d'un conseil des ministres. Je ne suis pas sûre que ce soit une déclaration politique en tant que telle. Il a sans doute été un peu rapide, un peu léger là-dessus. C'est bien plus complexe, la création de l'État israélien. Et Netanyahou aussi joue de ça quand il dit que c'est le simple... les combats, ce qui n'était pas encore Israël à l'époque, mais des Juifs issus de la diaspora de l'Europe qui avaient pris les armes, notamment au sein de la Ghana, pour aller bouter les colons... anglais. Encore une fois, je ne suis pas historienne pour ma part non plus du territoire palestinien. On va pas la Palestine mandataire des Anglais. Non, mais ce petit jeu de ping-pong entre Benjamin Netanyahou et Macron, ça vaut. Ce qui se passe aujourd'hui, on mérite mieux que ça. On mérite mieux que ça. Estimez-vous. À quel niveau le président de la République devrait-il se situer pour être audible, parce que là, il n'est pas du tout audible apparemment par les autorités israéliennes. Il l'a fait. Oh si, je trouve qu'il est très très entendu, très écouté par Netanyahou. Tout dépend dans quel registre. Qui ne manque pas de le recadrer de façon systématique. Constantin de Vergennes. Juste au sujet de cette phrase, il y a deux éléments. D'abord, on peut se demander légitimement dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle une petite phrase qui fuite opportunément, qui serait un moyen pour Emmanuel Macron de montrer à la partie de l'opinion, on va dire, pro-arabe en France que c'est un peu la stratégie du coup de barre à droite, coup de barre à gauche, un peu permanent. Qui les écoute quand même. Voilà, qui les écoute quand même. Ensuite, sur le fond, je trouve que la remarque d'Emmanuel Macron est intéressante puisque elle intervient alors que Israël, même s'il s'en défend, mais c'est ce qu'a encore annoncé il y a quelques heures l'ONU, c'est que Israël est pour le moins agressif envers la FINUL, envers la force de l'ONU. Et donc il y a un peu une sorte de pied de nez que fait Emmanuel Macron lorsqu'il parle de la création de l'État d'Israël par l'ONU. Alors là encore, sans entrer dans un débat d'historien, c'est quand même factuel qu'après la guerre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, remet son mandat à l'ONU qui décide de séparer la Palestine en deux États avec Jérusalem sous contrôle international, et c'est par la suite que l'indépendance israélienne est prononcée et qu'il y a la guerre israélo-arabe en 1948 dont parle Netanyahou. Le débat du jour continue avec Priscilla de Selve et Constantin de Vergennes. On parlera des SUV dans Paris juste après la pause. Continuez à réagir direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Trois sujets, deux débatteurs, c'est le programme chaque matin. Nous sommes avec Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Constantin de Vergennes, journaliste à l'hebdomadaire France Catholique, dans le débat du jour. Oui, une enquête a été ouverte après qu'un cycliste... Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu'un cycliste a été écrasé à Paris par une voiture à la suite d'un différend. Illustration d'une cohabitation de plus en plus délicate dans la capitale entre mobilité douce et automobile. Un cycliste tué donc par un chauffard, un automobiliste, je l'appelle
je l'appelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, les faits se sont déroulés mardi en fin d'après-midi, boulevard Malesherbes. Un cycliste prénommé Paul, âgé de 27 ans, est mort sur la voie publique après un différend avec le conducteur d'un véhicule. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. En tout cas, cela nous ramène à une question, les rapports entre la voiture et le vélo à Paris. Le Parisien en parle dans son édition de ce matin en disant « Un cycliste écrasé volontairement, vélo-auto, la haine, jusqu'où ?» Voilà où on en est. Alors que normalement, tous les aménagements parisiens auraient dû amener la mobilité douce. Il y a l'épithète douce qui logiquement aurait dû apaiser les rapports. Puis cela aussi nous amène à une autre considération, savoir s'il faut, interdire d'une certaine façon toutes les voitures à Paris. Alors, on a commencé par les SUV qui n'étaient pas parisiens. Les SUV, ce sont les véhicules utilitaires sportifs, un VUS en français, de plus d'1,6 tonnes, qui sont donc interdits quand ils ne viennent pas de Paris. Puis les Parisiens qui en ont doivent payer, s'acquitter d'une place de stationnement. Voilà, donc on va essayer de poser cette question-là. Il y a un peu deux sujets en un, Priscilla de Selve et Constantin de Vergennes, sachant qu'à Paris, il y a une personne sur 3 qui n'a pas de voiture. Constantin de Vergennes. Oui, alors sur la question, l'interdiction des SUV, on a quand même l'impression que c'est un peu un moyen une réaction assez rapide. C'est comme si après toutes ces histoires de rodéo qui ont endeuillé l'actualité, on s'était posé l'interdiction des motos. Les SUV, les voitures aux dernières nouvelles ne sont pas douées d'une intelligence propre. Et il faut bien qu'il y ait des mains sur un volant. Voilà, pas encore. C'est vrai, pas encore. Il faut pour l'instant qu'il y ait des mains sur le volant et des pieds sur les pédales pour les bouger. Je pense que la question de fond, et ça n'importe quel Parisien pourra en témoigner, et c'est peut-être d'ailleurs en ça que le sujet est peut-être même un sujet national, c'est l'extrême tension, on sent, qui règne chez toute une partie de la population. Il m'arrive assez régulièrement de prendre le vélo. On voit bien que tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est à cran, même dans les transports en commun, même si les adeptes de la mobilité douce, même dans le métro, pour venir ici, je n'ai plus que constater qu'il y a une certaine tension qui est chez chacun. Donc, vous avez peur en prenant le vélo ? J'ai peur, ça dépend où, ça dépend les équipements, mais il est vrai que même dans les endroits où il y a des pistes cyclables qui sont parfaitement banalisées, on ne se sent pas forcément en sécurité, d'ailleurs pas qu'à cause des voitures, mais même aussi parfois et assez souvent à cause des autres vélos. Donc je pense que la question est un peu plus complexe que est-ce qu'il faut interdire ou non les SUV, même si ce sont des véhicules, je crois que est-ce que c'est AXA qui a fait une étude pour montrer que je crois que les SUV avaient 25% de risque en plus de provoquer, je crois, des accidents mortels, en tout cas graves. Mais voilà, plus largement, c'est la question de l'attitude de chacun et la sobriété que chacun doit, l'attitude de sobriété que chacun doit adopter. Le problème, c'est toujours entre le volant et le siège qu'il est. Ce n'est pas la voiture en soi. Priscilla, vous utilisez le vélo, vous, à Paris ? Alors, moi, je suis une banlieusarde qui va travailler à Paris et je suis une ancienne parisienne. Et en tant que telle, je peux vous dire que je suis pour l'interdiction des SUV à Paris pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des véhicules qui n'ont absolument pas leur place à Paris. Donc, de Parisiens ou de banlieusards ? Parce qu'il y avait la controverse de savoir est-ce qu'on interdit certains SUV et pas d'autres ? Oui, mais de fait, ce sont des véhicules qui sont proches du 4x4, du tout-terrain. Qu'est-ce qu'un véhicule tout-terrain, gros, massif, consommateur d'essence ou de gazole, de diesel, fait à Paris? Il n'a rien à faire. En plus, en tant qu'ancienne parisienne qui avait une petite Clio à l'époque, c'est un enfer de se garer dans Paris, c'est un enfer de traverser Paris. Ça fait longtemps que c'est le cas. Moi, je suis pour l'interdiction des grosses bagnoles dans Paris. Elles n'ont pas leur place de fait aujourd'hui. Alors, moi, je suis une piétonne. J'utilise les transports en commun et j'utilise aussi le vélo. Et aujourd'hui, j'écoutais un sketch de Fabrice Lucchini qui parlait justement de cette hiérarchie entre les gens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont à protéger, ce sont les piétons. Parce que les cyclistes peuvent être extrêmement agressifs envers les piétons, que les cyclistes eux-mêmes sont à protéger parce que les automobiles peuvent être extrêmement agressifs envers les cyclistes et que voilà, au sommet de la pyramide alimentaire, de la chaîne alimentaire, c'est les automobilistes de fait. C'est eux qu'il faut réguler, c'est eux qu'il faut réglementer. Mais je suis d'accord avec vous, il y a
une hostilité, une violence. Quand on a quitté Paris, qu'on revient dans la capitale française aujourd'hui, il y a une hostilité absolument démente entre les gens. Est-ce qu'il y a ça dans d'autres villes? Vous avez Je sais, dans d'autres villes de non, France? c'est beaucoup plus calme. Franchement, les gens en province, même dans les grandes métropoles, il y a une douceur qu'il n'y a plus à Paris. Les gens sont extrêmement agressifs. Moi, il y a peu de temps, alors pour le coup, il y a quelques années, j'avais pris ma voiture pour aller dans l'Est parisien. Je me gare, j'ouvre ma portière, et vous savez, c'est super mal fait. Les pistes cyclables dans une partie de Paris étaient sur les trottoirs. Déjà, rien que sur les trottoirs, moi, je trouve ça une aberration. Donc, vous ouvrez votre portière, vous manquez de tuer le vélo qui passe, et après, vous, en tant que piéton, vous commencez à marcher sur le trottoir pour aller... Et vous manquez de vous faire renverser par le vélo. C'est quoi cette jungle urbaine que les urbanistes les plus échevelés ont créée? Donc, ça a été créé par une politique publique, parce oui, que mais c'est bien une politique qui a été suivie. Qui se sans doute superposée. Moi, je ne fais pas haro sur Anne Hidalgo. Jacques Chirac a laissé tellement de place à la bagnole que je comprends que les politiques suivants ont essayé de restreindre. Paris, c'est une ville magnifique. Magnifique. Il suffit de se promener à pied ou en vélo, parce que le vélo permet aussi pour redécouvrir cette ville. Et les Jeux Olympiques nous ont permis de redécouvrir Paris, redécouvrir le centre de Paris qui est absolument magnifique. Profitons de cette ville, essayons d'adoucir. Enfin, il faut arrêter cette hostilité, cette agressivité, c'est insupportable. Vous êtes prêt à généraliser cette interdiction des voitures? Parce que c'est pas sans question. Ça pose des questions. Les gens qui habitent à la campagne, qui par exemple viennent parfois à Paris. Vous êtes allé à Londres récemment? Il y a le centre urbain est interdit aux véhicules. Il y a plein de villes, des métropoles européennes, des grosses villes qui ont interdit leur centre urbain aux automobiles. Bon, après, il faut penser ça de façon intelligente. Quand une famille de banlieusards arrive pour faire des courses à Paris et que les transports en commun sont délabrés, enfin sont parfois en panne, ça arrive, hein. Et c'est un chemin de croix pour aller jusqu'au centre de Paris. Il faut penser intelligemment, sans hostilité, sans agressivité et sans être en frontal, la façon de vivre cette ville qui est juste magnifique et dont tout le monde devrait pouvoir profiter. Ce qui est étonnant, c'est que normalement tous les aménagements, les milliards qui ont été investis dans cet aménagement urbain auraient dû apaiser, adoucir les mœurs. Or, il les a excités, apparemment. Moi, c'est ça le paradoxe. Ce qui m'étonne, pardon, je monopolise un peu la conversation, ce qui m'étonne, moi, c'est... En fait, le petit bouffe, le gros bouffe le petit, quel que soit son niveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je vois une agressivité de la part des cyclistes et absolument dingue vis-à-vis des piétons. Vous traversez au mauvais endroit, vous êtes insulté par les cyclistes. Et vous avez envie de lui dire, mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu es agressif envers moi comme les automobilistes peuvent être agressifs envers toi? Respirons. Calmons-nous, regardons l'autre avec plus d'aménité. Honnêtement... C'est la parabole du serviteur méchant, alors. Ah bah oui. Qui fait miséricorde, qui ne fait pas miséricorde. Le loup est l'homme est un loup pour l'autre. Hein. Sur le drame qui a eu lieu hier, il faut aussi rappeler, selon, je crois, BFM TV qui a pu... C'était mardi. Oui, pardon, qui était mardi, mais l'information d'hier soir, je crois, de BFM TV, qui a eu accès à des sources policières, qui a précisé que le conducteur de la voiture se défend de tout acte volontaire et lui plaide l'accident. Donc voilà, ça, il faut quand même rappeler... oui, c'est pour ça que j'étais un petit peu évasif sur le sujet, parce que ça me semble quand même fou de se dire je vais foncer délibérément sur un cycliste. C'est dingue. Honnêtement... C'est montrer à quel point ça atteint le cerveau, quand même, cette agressivité. C'est pour ça. Et puis aussi, on est quand même dans une période de transition, et c'est pas en 1 an ou en 5 ans ou même en 10 ans que Paris va trouver la solution miracle pour faire cohabiter les voitures et les vélos. Et c'est toujours dans les périodes de transition où on passe du tout voiture peut-être au tout vélo, ou en tout cas mixte. C'est évident que ça crée des tensions, parce que concrètement, il y a des travaux partout. Les gens qui avaient leur habitude... moins depuis la fin des JO. Depuis les JO, ils ont quand même... il y en a un peu moins. Bouclé les travaux. Oui. Il y en avait beaucoup plus avant. Il y avait beaucoup plus. Voilà, ça, c'est l'effet JO, peut-être. On parle de très haut, même quand ça descend, ça reste beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre. Et puis, pour revenir encore sur cette question de l'interdiction des SUV, c'est un peu une boutade, mais si le drame avait eu lieu avec une espace, un monospace plutôt qu'un SUV, est-ce qu'on aurait voulu interdire les monospaces ? Je veux dire, c'est encore une fois... Maintenant, les monospaces sont des allures de SUV quasiment. C'est vrai, beaucoup ont changé. Mais
Non, mais c'est des routières, c'est des voitures qui sont faites pour rouler sur des routes, pas dans Paris. Enfin, Ah oui, mais parfois, quand on a une famille nombreuse, c'est un peu délicat. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait penser les transports en commun autrement, et notamment vis-à-vis des familles nombreuses et des familles qui viennent de banlieue, qui viennent de loin. Quand vous êtes parisien, vous êtes vraiment parisien, vous n'avez pas trop de difficultés à vous déplacer. Le métro, c'est bien fait quand il n'est pas en panne, le RER aussi. Enfin, Une sorte de quotient familial pour les déplacements des familles. Et puis pour aller faire ses À Paris. courses à Paris, je pense que les commerçants seraient d'accord aussi. Après, je vais vous prendre un exemple très simple. Louis et moi arrivons très très tôt à la radio. Parfois, c'est un moment où il n'y a même pas encore de métro. Ceux qui vont par exemple à Rungis. Prenez un vélo. Ceux qui vont à Rungis le matin pour faire les courses, je pense aux fleuristes qui se lèvent tôt. Non, mais ça, c'est autre de chose. Paris à 3h du matin, comment font-ils? Mais bien sûr, moi je pense que les gens qui travaillent, qui ont besoin de transporter des charges, devraient être prioritaires pour accéder à Paris. Ça, voilà. Mais moi, quand je prends mon petit vélo, alors moi je suis donc Bordeaux-les-Arts, je prends mon vélo pour aller jusqu'au métro, parce que j'ai pas de métro dans ma banlieue, et après je prends le métro pour aller jusque dans Paris. Mais quand je vois ces trains, ces files ininterrompues d'automobilistes, je me pose la question de savoir si vraiment ils ont besoin de leur voiture. Et se pose la question aussi plus large, on va aller dans une période où il va falloir réfléchir à l'écologie de demain, au monde de demain. Est-ce qu'il faut passer par ce type d'interdiction pour modifier les comportements? Mais moi, je rêverais que les Français soient un peuple docile, obéissant, qui écoute, qui entend et qui intègre. C'est pas vrai. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On a toujours fonctionné avec des interdictions. La raison. Alors pourtant, on est un peuple. C'est Pascal, hein. Mais la raison a du mal à atteindre notre cerveau. Je pense que oui. Malheureusement, il faut en passer par là. Constantin Vergène. Là encore, ça dépend. Ça dépend des interdictions. Je suis assez sensible à votre argument sur la question des artisans. Effectivement, on pourrait imaginer un accès prioritaire, mais comme à chaque fois, si vous interdisez la voiture dans tout Paris, du point de vue effectivement du centre parisien, où il y a peut-être moins de familles que dans les arrondissements périphériques, 19e, 20e, 16e, 15e, 14e, enfin, vous faites tout le tour, c'est là où il y a beaucoup de familles, et c'est là où la voiture est utile. Donc interdire la voiture pour toutes ces familles, je suis pas sûr. On pourrait doser à l'intérieur de on Paris. pourrait faire un carnet de tickets. On a le droit de sortir avec sa voiture un certain nombre de fois par mois. Parce que pour avoir été jeune maman à Paris, vous n'allez pas conduire vos enfants en voiture à l'école. Vous y allez à pied la plupart du temps. On habite près, voilà. Donc, mais comment est-ce qu'on généralise ça parce que... Je suis pas sûre que les familles, même nombreuses, ont besoin d'une voiture dans Paris. On parle beaucoup de Paris là, mais on diffuse en France et en Belgique. Se pose la question tout de même des règles normales, de ce qu'on impose aux gens. Et quand on parle d'interdiction des SUV, ça peut paraître comme une mesure très verticale. En 2030, peut-être 2035, il y a tout ce sujet de... Très discriminante, hein, certains diront, c'est discriminant. Oui, alors discriminant, les SUV coûtent très cher, elles sont très puissantes, elles sont très consommatrices en termes de carburant. Je ne suis pas sûre que ce soit la moyenne des Français qui utilisent ce genre de voiture. Oui, parce que c'est mais ça n'empêche pas que vous soyez discriminé, Priscilla. Oui, mais vous pouvez prendre une petite... Vous êtes parisien, vous prenez une petite voiture. Vous êtes gagnant sur... Maintenant, ce sont les Chinois qui ont des voitures et nous qui avons des vélos. Oui, mais ils ont des gros problèmes de pollution et c'est aussi pour ça qu'ils se sont beaucoup mis à la voiture électrique et qu'ils sont très performants dans la production des voitures électriques. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste pour piétoniser tout le centre de Paris, parce qu'on va vers ça, on va vers une piétonisation. Là, aujourd'hui, il y a les premiers arrondissements où il faut s'inscrire quand on y va. Hein. Oui, maintenant, il faut s'inscrire. Non, mais après, il y a un côté taliban qui, moi, me fait peur à chaque fois. Je voudrais que tout se passe dans la joie, la bonne humeur et une entente cordiale. Encore une fois, j'en étais. Ceux qui se sont baladés dans Paris à pied ou à vélo pendant les Jeux Olympiques ont redécouvert leur ville. Ça vaut le coup quand même. Direction le salon de l'automobile. C'est peut-être une réalité. Pour changer de voiture, c'est en ce moment aussi en région parisienne. Allez, on repart à Toulouse cette fois. On en parlait hier matin avec l'invité de la matinale, Monseigneur Guy de Kérimel. Oui, la ville rose. On va aller à Toulouse avec l'opéra. Vous faites très bien l'accent. Hein. Ah oui, je suis assez impressionné. Je ne suis pas jacobin côté accent. Normalement, vous savez, les médias sont quand même très très parisiens dans leur manière de parler. Il faudrait avoir plus d'accent et pas seulement pour le rugby ou la météo. Bon, maintenant, je vais m'arrêter là parce que je ne connais pas bien non plus l'accent toulousain par cœur. Reste qu'à Toulouse, il y a un opéra urbain qui va entre le 25 et le 27 octobre. On en a déjà parlé sur cette antenne.
qui va donc traverser, arpenter les rues de la ville. Ça s'appelle la Porte des Ténèbres. Et Monseigneur Guy de Kérémel, que nous avions hier, nous a dit donc qu'il allait célébrer une messe qu'il a bien célébrée donc hier soir. Il y avait beaucoup de monde. Et beaucoup de monde pour consacrer la ville de Toulouse, le diocèse, qui donc embrasse aussi une partie de la Haute-Garonne. Et ils étaient venus de loin pour aller à cette messe de consécration au Sacré-Cœur. En face, j'utilise volontairement le terme en face de ce spectacle, cet opéra urbain, qui donc s'appelle la Porte des Ténèbres, et qui recourt à des tas de symboles ésotériques, voire sataniques, qui font planer un esprit de désespérance. Il veut lutter contre la désespérance et pour cela placer son diocèse sous la protection du Sacré-Cœur en la fête de Sainte Marguerite Marie à la Coque. Je précise qu'il y a une coïncidence là aussi des dates. Qu'en pensez-vous? La question c'est fallait-il, bon c'est une question de journaliste, fallait-il consacrer Toulouse au Sacré-Cœur? Constantin de Vergennes. Déjà, ça ne peut pas faire de mal à Toulouse de se consacrer au Sacré-Cœur, surtout 350 ans après les apparitions de Parel Monial à Sainte Marguerite Marie. Monseigneur de Kérémel, qu'on avait eu dans les colonnes de France catholique il y a une semaine, avait très bien résumé la question. Et d'ailleurs, c'est assez curieux de voir la vague d'hostilité qu'a créé cette annonce de consécration au Sacré-Cœur, parce que quand on lisait l'interview de Monseigneur de Kérémel et puis ce qu'il a dit chez vous et ce qu'il a dit hier à la messe, c'était vraiment une démarche très apaisée où est mis en avant la notion de l'amour du Christ. Alors ça peut paraître un peu fleur bleue, mais il se trouve que le Sacré-Cœur, c'est vraiment l'amour par excellence. Ça fait 1 an que dans France catholique, on a chaque semaine une rubrique où on met en avant un aspect ou une figure de la spiritualité du Sacré-Cœur. Et vraiment, ce qu'il y a en commun, c'est la mise en avant de ce cœur, c'est-à-dire du cœur transpercé de Jésus sur la croix, du sang et de l'eau qui est versé pour les hommes. Donc, mettre en avant cette notion d'amour dans un monde de désespérance, c'est ce que dit Monseigneur de Kérémel, c'est une démarche très belle. Je ne vois pas très bien pourquoi on pourrait s'y opposer. Mais alors ça a l'air de porter un jugement. Si moi je suis du côté de l'amour et de l'espérance, ça veut dire que les autres sont du côté de la haine et de la désespérance. Oui. Est-ce que ça clive de cette façon-là? Ça clive, mais après le clivage est là, encore qu'il faudrait que le clivage soit assumé. Et c'est vrai que là ça devient quand même un peu inquiétant, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure il y a soit un quiproquo, soit des références qui ne sont vraiment absolument plus communes, ou un langage où on ne se comprend plus. Mais Monseigneur de Kérémel parlait notamment mettait en lien ce spectacle de la Porte des Ténèbres avec les Jeux Olympiques. Quand on revient à l'épisode de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et la fameuse séquence de parodie de la scène, le concepteur du spectacle a expliqué qu'il n'y avait que ça n'avait rien à voir avec la scène. Bon, admettons. Ensuite, il y a eu, Monseigneur de Kérémel l'a rappelé, la séquence avec Marie-Antoinette qui tient sa tête entre ses mains, guillotinée en chantant « Ça ira », en disant non, mais ça n'a rien à voir avec une glorification de cet épisode de l'histoire de France. Admettons. Ensuite, la Porte des Ténèbres, on a eu des membres du spectacle disant non, mais il n'y a aucun rapport, il n'y a pas d'éléments sataniques. Alors même que dans le programme de la Porte des Ténèbres, je suis allé consulter hier soir pour préparer le débat, on voit bien que à un moment donné, sur le parcours avec la fameuse Lilith, qui est une des machines, les signes annonciateurs de l'ouverture de la Porte des Ténèbres du spectacle, c'est notamment, je cite, la croix de Satan et le signe de la bête. Donc peut-être que là encore, ce n'est pas satanique, admettons, mais ça commence à faire un certain nombre... C'est curieux d'ailleurs ce discours, parce qu'après tout, on pourrait assumer... Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense de toute façon, de manière générale, dans la société française, si tout le monde assumait ce qu'il pensait, ça serait sans doute un peu plus simple pour les débats. Priscilla de Selve. Mais je ne suis pas sûre que le spectacle soit là pour encenser les signes sataniques ou encenser une culture du mal, de la désespérance. La réalité, c'est que... Je ne pense pas qu'il faille opposer. En fait, je pense qu'il y a une immense incompréhension de part et d'autre dans cette histoire. Je lisais un article de nos confrères de la Croix qui recueillait la parole d'un prêtre qui disait « Les uns sont blessés car connaissant la signification de ces symboles, ils estiment qu'on attaque leur foi. Les autres n'ont pas d'arrière-pensée, ils n'ont pas cette culture religieuse. » En fait, je crois que donc ils les utilisent sans savoir. Non, mais en fait, je pense que ceux qui voient là un spectacle magnifique avec ce côté, l'homme a toujours été fasciné par le diable, par Satan, par ses illustrations, voilà, on en a fait des romans, on en a fait des chefs-d'œuvre, et puis c'est une réalité. Enfin, nous chrétiens, on sait bien que le mal existe.
voilà, le mal existe, c'est une réalité. Donc l'illustrer, le mettre, en tout cas le rappeler qu'il existe, et à travers la mythologie, notamment les Libettes, moi je trouve ça absolument passionnant, mais ce n'est pas là. Mais le glorifier, ça c'est autre chose, on est bien d'accord. Donc vous estimez qu'on ne fait pas la part des choses entre Non, ce qui relève d'une référence à une culture mythologique, enfin mythologique, ou pas forcément mythologique, parce que le mal existe, à une culture réelle, et l'intention qu'il y a derrière. C'est tous les démons. Mais moi je dis ça, mais je lis surtout ce que disent les catholiques, les évêques, Monseigneur de Kérimel et d'autres, qui disent, mais qui se désolent de cette polémique. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'ils discutent avec le maire de Toulouse et avec les organisateurs du spectacle pour leur dire, attention, vous allez mettre dans les rues de cette ville des signes sataniques qui, pour les croyants, ont une signification. Vous voyez une tête de bœuf, une tête de chèvre, ça vous fait rigoler. Nous, on sait que à cause de ces signes-là, des gens se sont affrontés, des gens ont été tués durant des siècles. On brûlait encore, il y a des siècles, heureusement, des femmes parce que considérées comme sataniques, comme sorcières. Donc, c'est une croyance populaire profondément enracinée, mais qui, aujourd'hui, on n'a plus les codes. Donc, les uns sont blessés, les autres ne comprennent pas pourquoi les uns sont blessés, les accusent de conservatisme, de rétrograde. C'est pas vrai. Ces signes ont une signification qu'il faut savoir lire et il faut savoir comprendre. On n'est pas là pour se... vous faisiez allusion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On n'est pas là pour se blesser les uns les autres, en fait. On n'est pas là pour se blesser les uns les autres. Est-ce que vous estimez que la cérémonie d'ouverture des JO a blessé? Alors, elle a pu blesser. Et encore une fois, je pense qu'elle est à cause d'une incompréhension des codes de chacun, de la culture. Cette société sécularisée ne comprend plus tout ce qui est de nature religieuse, de culture religieuse. Moi, cette cérémonie d'ouverture, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas tellement la scène, parce que j'ai vu cette exubérance de la culture queer, ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, ce qui m'a choqué en tant que femme, c'est la tête décapitée de Marie-Antoinette. Parce que se dire que parce qu'on passe à côté de la conciergerie, qui est un bâtiment magnifique, mais qui fut une prison à une époque, il faut illustrer la Révolution française, qui a été une grande époque pour notre pays, avec ses errances et ses déviances, par la terreur. Voilà, quelques mois... Enfin, la terreur, c'est pas la révolution, et Marie-Antoinette décapitée, c'est pas la terreur. Enfin, comment dire, c'est réducteur, c'est méconnaître l'histoire, alors qu'il y avait pourtant des historiens apparemment dans la conception de cette cérémonie d'ouverture. Mais voilà, moi je trouve que tous ces raccourcis, cette façon d'opposer, ne fait qu'opposer les uns aux autres, et c'est désolant en fait. Constantin Vergène. Je pense que c'est pas... c'est un raccourci historique, effectivement, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi, malheureusement, une volonté politique derrière, toujours sur cette séquence de Marie-Antoinette. Je regardais l'interview d'un membre du groupe Gojira, qui est le groupe de métal qui a joué sur la conciergerie, dans une mise en scène qui était objectivement, il faut reconnaître, une belle prouesse technique. Il a parlé de cette période de la terreur en disant que les personnes décapitées à cette période, guillotinées à cette période, faisaient partie du charme français. Donc on voit bien que ça va au-delà de la simple réduction historique. Alors après on peut gloser sur... C'est une telle bêtise, c'est une bêtise. Oui, mais c'est une bêtise effectivement, mais qui est quand même prononcée. Et je pense que ça, vous avez absolument très bien résumé la question de l'acte et de l'intention. C'est pas parce que je vous lance un verre d'eau, Louis, à la figure, vous êtes trempé. Allez-y, ça va me réveiller. Voilà, mon café, je vous lance mon café à la figure. Je suis sur le chemin, attention. Vous allez être trempé. Si je vous dis, ah non, mais je n'avais pas l'intention de faire ça, vous allez me dire, ben oui, mais vous l'avez fait. Alors j'aurais beau répéter que je n'avais pas l'intention de le faire, l'acte est quand même là. Et, donc l'acte se confond avec l'intention pour vous? C'est ça que ça veut dire. Il faudrait, je ne peux pas non plus sonder les cœurs de chacun et des organisateurs du spectacle, mais Monseigneur de Kérimel, je pense l'a dit hier à votre antenne, il avait dit en tout cas dans notre journal, la phrase qui est dite c'était « on ne joue pas impunément avec Satan ». Et l'Église ne peut pas rester insensible dès lors qu'il y a une imagerie satanique qui est déployée, quand bien même ça serait pour rire, quand bien même ça serait purement artistique, il y a des signes en soi auxquels il ne faut pas toucher. Et ça, d'un point de vue même, j'allais dire, surnaturel, n'importe quel prêtre vous dit voilà, qu'il faut s'en tenir éloigné, même si on fait ça pour
Alors, rigoler. Donc c'est pas maintenant- choquant que Monseigneur de Kérimel veuille Ce que consacrer, disait Monseigneur de Kérimel aussi, le c'est que diocèse. son action ne faisait de mal à personne. On disait ça menace la liberté d'expression culturelle. Il répondait que en soi consacrer la ville de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus. C'est pas la première ville de France qui a été consacrée au Sacré-Cœur. Paris, on a un monument qui nous le rappelle, ça s'appelle le Sacré-Cœur, hein, après la guerre de D'ailleurs, 1870. c'est important de rappeler l'histoire de Montmartre, effectivement. Tout à fait. Et puis il disait, Monseigneur de Kérimel, il disait je vais pas me taire au nom de la liberté d'expression, parce que ce serait quand même paradoxal, il a le droit de parler Mais comme tout le chacun monde a après le droit tout. de parler. Il y a quand même un point qui pourrait peut-être réconcilier deux camps, si j'ose dire, qui ne se comprennent pas s'il y a une incompréhension entre les deux. C'est justement le directeur artistique que j'ai déjà cité, hein, François Delarosière, qui dit on raconte vraiment une histoire qui parle d'amour, de mort, de vie, d'au-delà, avec les grands mythes qui ont traversé les siècles. C'est-à-dire que en fait, on fait venir l'invisible dans le monde visible. Ce qui est une bonne chose. C'est déjà en soi peut-être un terrain... Je sais pas si c'est un terrain d'entente, mais en tout cas, ça peut dire qu'il y a autre chose au-delà de la matérialité qui existe. Constantin de Vergennes, le Oui, dernier alors mot. si il faut faire venir quelque chose au-delà de la matérialité, encore que ça se discute d'un point de vue catholique, c'est normal que l'Église ne veuille pas qu'on mette en avant des reliquats de paganisme et dise qu'il aurait plutôt fallu mettre en avant un épisode de l'histoire chrétienne bimillénaire de la France. Merci beaucoup Constantin de Vergennes, journaliste à l'hebdomadaire France Catholique qui fait sa une cette semaine sur Michel-Ange, c'est bien ça, en un mot. En un mot. Michel-Ange, oui, En un mot. en un mot, Michel-Ange. magnifique, magnifique. Voilà, Ça Christelle de suffit à Sèvres, soi-même. rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Vie, la Nature, à la une de La Vie cette semaine. Et Et la cohabitation, encore une fois, c'est un beau sujet. Cohabitation nature et homme.